Salut bande de petits photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mon Petit Réflexe, la chaîne pour les photographes amateurs. Et aujourd'hui, on va tester le The One and Only, le Tamron 90 mm macro f2.8. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Tamron qui m'a envoyé cet objectif pour le test spécialement. Donc un grand merci à vous. C'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste un prêt pour que je puisse le tester et malheureusement, il doit repartir après. Alors c'est parti. On va commencer par un petit peu de vocabulaire parce que les noms des objectifs, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Donc cet objectif, sa dénomination complète, c'est Tamron SP 90 mm f sur 2.8 DI macro 1.1 VC USD. Alors, Tamron c'est la marque, SP ça veut dire Super Performance, c'est-à-dire que c'est leur gamme pro, donc c'est la gamme d'objectifs construits solidement, etc. DI c'est Digital Integrated, ce qui veut dire chez eux que c'est pour des pleins formats, ça va s'adapter sur des pleins formats, on peut l'utiliser évidemment sur des APS-C. 2.1, c'est le rapport de grossissement. Donc ça veut dire que si vous avez un objet de cette taille-là dans la réalité, il va prendre cette taille-là sur le capteur. C'est ce qu'on appelle un objectif macro. VC, c'est Vibration Compensation, c'est le système de stabilisation de chez Tamron. Ça va être IS chez Canon. Voilà, toutes les marques ont un terme différent pour la stabilisation. Et USD, c'est Ultrasonic Silent Drive, donc c'est le système de mise au point qui est silencieux, ultrasonique. Voilà, comme ça vous savez exactement de quoi on parle. Alors mes premières impressions, bah écoutez, déjà on va le mettre en configuration normale, donc on va enlever le petit bouchon avec les petites pinces que j'aime bien, et puis déjà il est livré avec un pare-soleil, ce qui est très bien, c'est pas Canon, et donc on va le monter, voilà. Donc, premières impressions, c'est que bon, il est un peu lourd et un petit peu mastoc, mais en même temps, on sent que c'est du costaud. C'est du métal. On a une grosse bague de mise au point, ce qui est très important pour la macro. On n'a pas envie de chercher exactement où aller cette bague de mise au point. Elle est très souple. Elle tourne à l'infini. Et on a une fenêtre ici de mise au point. Alors, je n'ai pas enlevé le petit autocollant pour ne pas l'abîmer. Donc, on a une fenêtre où on voit exactement la distance à laquelle on se situe. On a la distance et le rapport de grossissement d'ailleurs. Et on a la distance en mètres et en pieds. Et on a ensuite des petits boutons dont je vous parlerai un petit peu après. Mais globalement, la première impression est quand même excellente. C'est un bel objectif, c'est bien construit, c'est du beau boulot. Donc je comprends que ce soit leur gamme pro. Ergonomie, je ne l'ai pas dit, hein, mais comme je vous vois un petit peu venir, je vais dire beaucoup de bonnes choses de cet objectif parce que je l'aime beaucoup, mais c'est pas parce que Tamron me l'a envoyé. Quand je dis que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ça veut dire que, et même si ça l'était, c'est une vidéo où j'ai le droit de dire absolument tout ce que je veux, y compris les choses que j'aime pas. Il y a quelques trucs que j'aime pas, donc je le dirai, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'aime bien. Donc voilà, vous énervez pas, c'est comme ça. Donc en termes d'ergonomie, voilà, on a des boutons, on a 3 boutons. Donc le bouton VC on et VC off, donc stabilisation on, stabilisation off. Si vous mettez sur trépied, vous l'enlevez pour éviter que ça bouge tout seul, et sinon vous la laissez tout le temps. On en reparlera un petit peu après. AF, MF, autofocus, focus manuel. Et ils sont un petit peu durs à pousser les boutons, mais du coup en même temps ça évite de les pousser pour rien et ça a l'air de bien tenir le choc quand même. C'est des beaux boutons. Je viens de dire que des boutons étaient beaux, c'est quand même dingue. Et ici, vous avez un troisième bouton qui est assez intéressant pour les objectifs macro. Ils ont souvent ça, mais c'est quand même très bon à savoir. C'est que vous avez 3 positions pour la zone de mise au point. Parce qu'en fait, entre une mise au point à 30 cm et à l'infini, il y a énormément. Et ces objectifs macro-là, ils sont faits pour avoir une plage de mise au point très large, pour qu'on puisse justement être très précis quand on tourne la bague. Et donc du coup, si on doit faire la mise au point, si on fait l'autofocus sur toute cette plage-là, ça peut être très long d'aller du début à la fin. Donc ils ont mis des petits boutons comme ça, ce qui fait que vous pouvez décider d'avoir full en haut, c'est-à-dire que vous allez de 0,3 m à l'infini, donc 30 cm jusqu'à l'infini, donc là voilà, vous êtes dans toutes les configurations. Vous avez le mode 50 cm jusqu'à l'infini, où là on oublie le côté macro et on fait juste des mises au point pour du portrait par exemple. Et vous avez le mode vraiment que macro de 30 cm à 50 cm. Et là, il ne fera pas la mise au point au-delà de 50 cm, ce qui veut dire qu'il va beaucoup plus rapidement faire aller son autofocus. Donc voilà pour les boutons.
La construction, je vous ai dit, elle est vraiment très très bien, enfin en tout cas moi je la trouve excellente. Et en termes de tropicalisation, ils ont vraiment poussé les choses assez loin en mettant des joints un petit peu partout, même ici, on le voit bien le petit joint ici. Donc quand on vient fermer ici le bouchon, c'est assez doux, c'est assez souple, mais bon, peu importe, c'était pas ça le but, c'est pas une question de confort, c'est vraiment une question de s'il y a de l'eau, de la neige qui passe, et bien ça passera pas justement. Et donc ils ont mis des joints un petit peu partout pour totalement tropicaliser leur objectif, ce que je pense est une bonne idée quand on va faire de la macro, parce qu'on peut être amené à le faire dans des conditions un petit peu extrêmes. Et puis en termes d'encombrement, il est quand même assez gros, c'est quand même une focale fixe, il ne faut pas l'oublier. Il est gros, mais c'est un objectif plein format, donc c'est normal que ça prenne pas mal de place, il faut un plus gros élément en verre devant. Et puis il est assez lourd quand même, 610 grammes, donc quand vous mettez ça au bout de votre boîtier, au bout d'un moment ça pèse un petit peu. C'est peut-être un petit peu le seul reproche que je pourrais lui faire. Enfin, un des seuls reproches, c'est que quand on a un boîtier comme le 70D et ça au bout, on a quand même 1,3 kg au bout de la main. Et au bout d'un moment, on commence à le sentir quand on se focalise très, très longtemps sur une petite bête. Mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir de la qualité. En termes d'autofocus, donc comme vous pouvez voir, la vitesse est tout à fait correcte, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais c'est pas non plus un objectif très lent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout en termes de bruit. Il est vraiment très silencieux. On n'est pas au niveau des STM de chez Canon, par exemple, mais c'est vraiment, vraiment silencieux et vous êtes certain que vous n'allez pas faire fuir une bête avec du bruit comme ça. Donc pour moi, c'est tout ce qui compte pour un objectif macro et on n'a pas un petit bruit mécanique comme on peut avoir sur des objectifs de mauvaise qualité. Et l'élément que je trouve très intéressant avec l'autofocus, je l'ai mis là-dedans, c'est que même quand on est en autofocus, on peut faire la mise au point avec, on peut continuer à utiliser le focus manuel par-dessus. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que régulièrement, on va être sur une petite bête, une abeille ou quelque chose comme ça. On va essayer d'utiliser l'autofocus, des fois ça marche, des fois on lutte un petit peu plus ou bien la petite bête s'en va. On bouge un peu et à un moment, on se dit, tiens, allez, je reprends le contrôle à la main. On n'a pas besoin d'aller rechercher le bouton et de se dire, tiens, je vais repasser en focus manuel, etc. Et ça, c'est très pratique, notamment si vous utilisez la petite astuce de mettre votre bouton d'autofocus à l'arrière de l'appareil et non pas à demi-course du déclencheur. Là, c'est vraiment parfait parce que du coup, vous restez tout le temps sur autofocus, sur AF, et vous n'avez qu'à tourner à la main si vous voulez faire de la mise au point manuelle. Donc ça, c'est vraiment un élément très important et je pense que pour un objectif macro, c'est crucial même. Le piqué et le contraste, eh bien, on va regarder ça directement avec des photos de paysages que j'ai pris, donc c'est direction l'ordinateur pour comparer tout ça. Pour tester le piqué, j'ai donc pris cette photo de paysage avec la grange là-bas au bout qui a beaucoup de détails et puis des arbres, donc ça permettra vraiment de se faire une bonne idée. Donc là on est à f2.8, f sur 2.8 et vous voyez qu'on a déjà énormément de détails. Un petit peu moins sur les bords, mais au centre c'est vraiment très très net. Là on est à un zoom de 100%, donc c'est vraiment assez bon. Si on passe à F4, alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va le comparer avec enfin F4.5, on va le comparer avec le 55-250, donc l'objectif un petit peu plastique de chez Canon. Vous voyez qu'au centre le 55-250 est pas mal, même si on voit quand même que le Tamron ici à gauche a plus de détails, on le voit bien sur les planches ici notamment. Et les arbres ici derrière, on peut voir aussi qu'il y a un petit peu plus de détails sur le Tamron, mais le 55-250 est pas mal non plus. Quand on va dans les coins, par contre, c'est là qu'on voit vraiment la différence. On peut voir ici cet arbre-là et celui-là, et là on voit que c'est vraiment très flou sur les bords. Et ici, on peut apprécier aussi la différence de qualité de bokeh. On est donc de flou, on a exactement la même ouverture. Vous voyez qu'on n'a pas du tout le même rendu. Si on va voir de l'autre côté, ici on voit aussi que là c'est vraiment très mou, alors qu'ici on a gardé une netteté vraiment parfaite. Si on continue notre petit tour, ici donc on est à F11, c'est ça. Et donc vous voyez pareil que la netteté est toujours très bonne. Et puis ensuite, quand on continue de progresser, à F16, là on voit qu'on commence à perdre un tout petit peu de piqué. Ça reste parfaitement homogène sur toute l'image, donc ça c'est vraiment très bien. Et puis après, quand on va à F22, là on voit vraiment que ça devient un petit peu mou. Et F32, parce que cet objectif va jusqu'à F32, c'est vraiment très mauvais.
À voir si ça fait exactement le même rendu en macro, mais pour du paysage, laissez tomber le f32, aller jusqu'à f16 éventuellement au maximum, mais au-delà ça devient un petit peu mauvais, et c'est tout à fait normal, c'est pas dû à l'objectif, c'est vraiment une question de diffraction. Pour du portrait, donc vous voyez on était zoomé à 100%, et on a quand même beaucoup de détails sur les yeux. On voit bien le grain de la peau aussi, donc je pense que c'est vraiment un très bon objectif de portrait, et toujours avec ce beau flou d'arrière-plan, on y reviendra tout à l'heure. Et cette fois-ci sur la macro, on peut voir là aussi que le piqué est vraiment excellent. Donc il n'y a vraiment rien à redire, cet objectif est fidèle à sa réputation. Donc vous voyez vraiment un excellent piqué, c'est assez classique chez les objectifs macro, donc 100% satisfait là-dessus. En macro, eh c'est parti pour un petit test dans la nature. Voilà, là j'ai réussi à en avoir sur les yeux. Donc vous voyez à f2.8, là on a un temps de pose très rapide, 1 1250e de seconde. Par contre la profondeur de champ est vraiment très faible et c'est difficile d'avoir la netteté sur l'abeille. Donc on va fermer plus. On va fermer à f8 par exemple. Si je ferme à f8, il va mettre 1 160e de seconde. Donc on va essayer comme ça. Donc on est toujours sans flash. Là j'essaye pas de faire des belles compositions. J'essaie vraiment juste de réussir une photo. Voilà. C'est pas évident quand la plante bouge comme ça parce qu'il faut vraiment choper au moment où l'abeille est nette. On va se mettre à l'ombre, par exemple sur cette feuille ici. Ça stabilise vraiment bien, ça bouge pas vraiment là dans l'objectif. Vous voyez, j'en ai 2 nets et une floue à 1/30e de seconde, donc c'est quand même assez impressionnant. On va se remettre en ISO automatique, ou plutôt habituellement je mettais à ISO 200, 1 250e de seconde et f8. Voilà, c'est à peu près les réglages que j'utilise d'habitude. L'autofocus chasse un peu des fois. Voilà, et là on a une exposition tout à fait correcte avec le flash et on est à ISO 200 du coup. Flash intégré à +3 ici, donc j'ai mis au maximum. Donc c'est très bien. Ah voilà, une petite araignée ici qui bouge en plus avec le vent. Hop. Par contre, à tenir comme ça à bout de poignet, au bout d'un moment ça fait un peu mal. Il est un peu lourd cet objectif. Il faut le tenir vraiment à 2 mains. Voilà, là ça marche très bien. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut faire la mise au point en manuel alors qu'on est en mode autofocus. Et ça c'est vraiment sympa. C'est-à-dire que je peux mettre en mode autofocus si j'ai envie d'essayer de le suivre par exemple. Mais il faut vraiment qu'on soit toujours sur le bon point d'autofocus. Alors qu'en fait quand il y a beaucoup de lumière comme ça, on voit vraiment bien. Et du coup, ajuster en manuel, c'est pas très compliqué. Donc ça peut se faire sans trop de problèmes. Donc là, je vais plutôt ajuster en manuel en fait. Et l'avantage par rapport à la bague d'inversion, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avancer, de reculer. Voilà, et je pense que globalement, d'après mes essais, l'autofocus, on ne va pas trop s'en servir en macro, à part vraiment si c'est un sujet qui est complètement immobile. Mais en macro, moi je préfère utiliser la mise au point manuelle en fait. En conditions réelles, on voit que pour prendre une photo de macro à f2.8, il n'y a vraiment aucun souci, surtout si on est en plein soleil, on est à 1/800e de seconde. Par contre, on voit vraiment que la profondeur de champ est très faible, donc ça va être... on va souvent se limiter à certains sujets, ou alors si on est vraiment parallèle au plan. Donc très souvent, on va essayer de fermer un peu plus. Ici, à f8, le résultat est déjà bien meilleur. Et on voit qu'on ne monte pas trop dans les ISO à f8 quand on est en plein soleil, 1/160e de seconde.
Grâce à la stabilisation, on s'en sort bien. Donc c'est tout à fait utilisable cet objectif sans flash et sans grimper dans les ISO quand on est en plein soleil. Si on descend f16, là on est obligé de grimper dans les ISO 1000, mais vous voyez que le résultat est quand même encore très bon pour rester à un 250e de seconde. Par contre, si vous voulez descendre dans les ISO, là il faut soit un trépied, soit passer au flash. Et si on se met à l'ombre, ça fonctionne aussi, mais vous voyez qu'il faut grimper dans les ISO très rapidement. Et là, je me suis amusé à tester un peu plus la stabilisation. Donc à 1/100e de seconde, on arrive à avoir des photos nettes sans trop de soucis. À 1/50e de seconde, ce qui commence à être vraiment faible, on y arrive. Pas toujours, mais on y arrive. Donc je vous conseille de prendre 3, 4, 5 photos. Il y en aura une de bonne dans le tas. À 1/30e de seconde, on peut y arriver. Mais là, vraiment, il faut prendre 5-6 photos. Et à 1/20e de seconde, ça commence vraiment à être flou. Il y avoir du flou de bouger. Mais en même temps, vous avez un 90 mm monté sur un APS-C. Donc il faut quand même une sacrée stabilisation pour réussir à faire une photo à 1/30e de seconde. Donc chapeau Tamron pour ce coup-là, la stabilisation est très bonne, ça fonctionne. Maintenant évidemment ça ne fonctionnera qu'avec des sujets qui ne bougent pas pour faire des photos à 1/20e ou 1/30e de seconde. Donc vous voyez, on peut l'utiliser dans pas mal de conditions. C'est vraiment l'intérêt d'avoir une grande ouverture comme ça, c'est de pouvoir l'utiliser en plein jour à main levée. Après, rien ne nous empêche de l'utiliser aussi avec le flash, mais quand on l'utilise avec le flash, on va du coup avoir un arrière-plan plus sombre et plus noir, et donc on ne sera plus dans des conditions réalistes, même si ça fait un effet souvent très sympa que moi j'aime beaucoup, mais on peut avoir envie d'avoir les couleurs de la nature derrière, et donc à ce moment-là d'avoir un objectif qui ouvre aussi grand et est vraiment intéressant, et je trouve que la stabilisation est très très intéressante aussi, surtout qu'on a vu qu'elle était très performante, parce que ça permet du coup de pouvoir fermer un peu le diaphragme pour avoir son sujet suffisamment net, et malgré ça pouvoir prendre des photos à main levée. Et pour de la macro en particulier, c'est extrêmement important de pouvoir prendre des photos à main levée. Avec un trépied, c'est tout de suite beaucoup de complications parce qu'on doit se mettre, se régler, etc. Et les bêtes, elles bougent, et donc il faut constamment tout recommencer. Donc pouvoir prendre des photos de macro à main levée, c'est crucial. Et pour moi, la stabilisation, c'est un élément clé de cet objectif. Et en macro, ça marche vraiment pas mal. Pour le portrait, on a vraiment un excellent piqué, et ça c'est, comme je vous disais, très caractéristique des objectifs macro, ce qui fait qu'il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Si vous faites la mise au point au bon endroit, et notamment sur l'œil, vous aurez cette zone bien nette, et du coup ça crée vraiment beaucoup de contraste dans la photo, surtout que, donc c'est du contraste de netteté cette fois-ci, vous avez une zone très nette, et à l'arrière-plan vous allez avoir une zone très floue et très douce, et du coup ça contraste vraiment bien, et donc c'est pour ça, moi ça me montre que ça fait un très bon objectif de portrait en plus. Donc en fait, il est vendu comme objectif macro, mais je pense que ça peut être considéré comme un objectif macro et portrait. Et la stabilisation est très bonne. Là aussi, après on va peut-être moins l'utiliser pour du portrait. En ce qui concerne le bokeh, vous avez pu constater en portrait que justement le bokeh était très doux. Le bokeh, c'est le flou qu'on va avoir, soit en premier plan, soit en arrière-plan. Et c'est en fait la qualité de ce flou. Est-ce que c'est un flou qui est il y a un petit peu du grain et des éléments qui ressortent, ou est-ce qu'il est au contraire parfaitement doux et parfaitement lisse? Et là, donc, sur une photo de portrait comme celle-ci, et c'est vraiment parfaitement doux, il n'y a aucun souci. En macro, on peut le constater aussi. Et souvent, ce qui permet de déterminer la qualité d'un bokeh, le petit exercice technique, on va dire, c'est d'aller regarder les bokeh balls, et donc les billes de bokeh. Et donc là, vous voyez que quand je vais chercher ces billes de bokeh, on voit qu'en fait, elles sont quasiment rondes. La bille parfaite, elle est parfaitement ronde, elles le sont quasiment. On voit un petit peu le polygone, mais c'est vraiment très très léger. Et surtout, ce qui est important, c'est de regarder un petit peu la qualité de ce qu'il y a au milieu de ce cercle. Et on ne voit pas de lignes à l'intérieur. Des fois, il y a des bokeh balls qui ont des lignes un petit peu comme des lignes dans les arbres, si vous voulez, qui font un petit peu comme un oignon qu'on aurait coupé au milieu. Là, on ne les voit pas. On a vraiment des billes bien douces et bien homogènes. Et c'est ça qui fait que votre flou d'arrière-plan va être parfaitement doux et parfaitement homogène. Donc, on a vraiment en fait affaire à une optique de qualité. Et ça se voit donc dans le bokeh, et c'est ça qui va faire des beaux portraits et aussi des belles photos de macro. En vidéo, donc vous pouvez voir que la mise au point est un petit peu difficile, notamment sur la vidéo macro. Je ne me suis pas attardé sur la vidéo en mode portrait. On va rarement utiliser, je pense, un 90 mm pour faire de la vidéo portrait paysage, mais pour la macro, moi ça m'intéressait de voir si on pouvait utiliser la mise au point. Là j'utilise sur le 70D qui a pourtant le Dual Pixel AF, donc qui permet justement de passer d'un point à un autre très facilement. Ça fonctionne globalement, mais on voit qu'il y a quand même des petites saccades,
et donc c'est pas parfaitement doux. Donc je pense que on pourrait, à mon avis, on va éviter d'utiliser l'autofocus en vidéo avec cet objectif. C'est pas aussi optimisé que des objectifs STM de chez Canon par exemple. Vous pouvez voir aussi que le suivi de sujet en macro est très difficile, c'est-à-dire vous allez appuyer sur votre écran et dire ce sujet-là, je veux qu'il reste net. Mais c'est compliqué, non pas à cause de l'objectif pour le coup, mais parce que comme vous êtes en macro, vous êtes très très proche, il y a des mouvements dans l'image bouge, et voilà, il y a juste que ça bouge tellement que le boîtier perd le suivi du sujet. Donc dans tous ces cas-là, moi la conclusion que j'en tire, c'est que globalement, si vous voulez faire de la vidéo de macro, utilisez plutôt la mise au point manuelle, d'autant plus que cette mise au point elle est vraiment facilitée, je vous dis, par cette bague qui a vraiment une course très très longue, et donc on est très 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 précis. En plus, elle est vraiment souple, donc vous allez vraiment vous coller sur votre sujet macro, et vous allez pouvoir ajuster très finement. Et c'est vraiment assez facile finalement d'avoir l'objet très net dans la vidéo. Donc moi je vous conseillerais plutôt de faire tout ça en manuel. Niveau rapport qualité-prix. Alors c'est un objectif plein format, dédié au plein format, donc il coûte assez cher quand même, l'air de rien. Tout est relatif, mais il coûte aux alentours de 750 € environ pour l'instant cet objectif-là. C'est pas forcément très cher pour un objectif plein format, c'est un petit peu haut dans la gamme des objectifs macro quand on les compare à d'autres. Et notamment quand on le compare aux versions antérieures, parce que ce Tamron, c'est pas la première version du Tamron 90 mm f2.8. Il y a une version 1 qui est en stabilisé et non stabilisé d'ailleurs, qui aujourd'hui est plutôt aux alentours des 450, 500, 550 € dans ces eaux-là. Donc quand même un bon prix en dessous de celui-là. Et donc, voilà, je pense que ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix quand on voit la construction de cet objectif. Mais on va regarder ensuite dans le tableau suivant pour comparer un petit peu avec la version précédente, pour voir si c'est plus judicieux pour vous d'acheter la première version ou la deuxième. Donc, la première version, en fait, avait une stabilisation angulaire, c'est-à-dire que ça va, comment dire, ça va stabiliser vos mouvements quand vous bougez de cette manière-là, quand vous tremblez un petit peu. Donc c'est la stabilisation classique. Dans le deuxième objectif, ils ont rajouté une stabilisation qui s'appelle linéaire, c'est-à-dire que ça va stabiliser notamment quand vous allez bouger en latéral de droite à gauche et en avant et en arrière. Ce qui fait que vous avez vraiment une stabilisation excellente. Je me suis amusé à prendre quelques photos de paysages avec. 90 mm, on est quand même sacrément zoomé. Et vous êtes à main levée, ça ne bouge pas d'un poil à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant, beaucoup plus impressionnant que la stabilisation que j'ai sur les objectifs Canon pour l'instant. Donc moi, ça m'a vraiment bluffé et vous avez pu voir en macro que ça aide quand même pas mal. Maintenant, je n'ai pas testé le premier, peut-être qu'il avait déjà une stabilisation excellente. Je pense qu'elle était déjà globalement bonne, mais à mon avis, ils l'ont encore améliorée. Sur l'autofocus, Ultra Silent Drive amélioré. Là, c'est difficile de se prononcer. Je pense que la première version était déjà assez silencieuse. Ça m'étonnerait qu'elle fasse énormément de bruit, ça se serait su. Le premier s'est énormément vendu, il a été très très populaire. Donc, à mon avis, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez quelque chose d'assez similaire. Sur le revêtement de la lentille, vous avez de l'anti-reflet sur la version 1 et de l'anti-salissure en plus sur la version 2. Je ne me suis pas amusé à tester ça, mais j'ai déjà fait quelques centaines de photos avec. Et bon, il n'y a aucun, c'est tout propre. Donc bon, j'imagine que ça marche. La tropicalisation existait sur le premier, elle a été sacrément renforcée sur le deuxième, avec, je vous dis, des joints vraiment partout. Donc ça, je pense que c'est très bien, notamment si vous avez un boîtier tropicalisé aussi. Comme ça, vous pouvez vraiment sortir dans toutes les conditions. Et puis évidemment, il y a un nouveau design que j'aime beaucoup personnellement, très sobre, avec du noir et du gris, alors qu'avant on avait des couleurs un peu dorées qui faisaient un petit peu cheap, il faut être honnête. Et puis l'ergonomie avec ces boutons, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une belle collection d'objectifs. Maintenant, à vous de voir si tous ces éléments-là valent 200 ou 250 € de plus. Pour moi, ça peut le valoir peut-être pour la stabilisation, mais il faudra vraiment pouvoir comparer à l'autre. Pour les autres éléments, c'est un petit peu plus comment dire, un petit peu plus des aspects pour les professionnels ou autres, j'ai envie de dire. Mais voilà. Par contre, la stabilisation, c'est extrêmement important, que ce soit pour la photo de macro essentiellement. Et donc là, si on gagne un stop ou deux stops, ça peut vraiment faire une grosse différence. Donc voilà, je vous laisse décider. Moi, personnellement, je l'adore. Et d'ailleurs, on va arriver à la conclusion. Donc, ma conclusion sur cet objectif, je le trouve absolument génial.
Et en fait, quelque part, je le trouve génial à la fois pour la macro. Alors, on va revenir un petit peu dessus. Juste une question quand même que je n'ai pas précisée. On peut faire de la macro que jusqu'à 1 pour 1. Avec la technique que je vous avais montrée d'objectif inversé, on va très facilement pouvoir aller jusqu'à un rapport de 5 pour 1, donc des très gros grossissements. Cet objectif-là, il a un meilleur piqué que ce que vous allez avoir avec un objectif inversé, mais même en recadrant la photo, vous n'allez pas arriver à un rapport de 5 pour 1. Donc si vous voulez faire de la macro vraiment extrême, l'objectif inversé reste une bonne option. Ou alors une autre option qui est possible, c'est que vous ayez un objectif macro et que vous veniez mettre des bonnettes dessus qui vous permettent de faire la mise au point encore plus proche, et là niveau qualité optique, vous serez au top. C'est ce que font certains qui sont passionnés de macro. Souvent, ils vont prendre un objectif macro et rajouter quelque chose pour faire la mise au point encore plus proche. C'est le package, le meilleur, on va dire. Maintenant, voilà, sachant le prix que ça coûte, pour moi, ça reste réservé à des gens qui sont passionnés de macro, qui aiment en faire. Beaucoup, souvent. Si vous en faites une fois de temps en temps, une fois dans l'année, je vous conseille plutôt d'utiliser des méthodes un petit peu cheap, comme l'objectif inversé ou des bagues à longe sans contact, qui nécessitent un petit peu de bricolage, qui sont un petit peu plus complexes, mais globalement, ce n'est pas insurmontable. Par contre, maintenant, si vous êtes vraiment passionné, je pense qu'avoir un objectif, ça vous simplifie la vie, ça vous simplifie la composition, vous pouvez choisir votre point d'autofocus, etc. C'est quand même... Voilà, j'avais, moi, une première approche de la macro avec l'objectif inversé. Là, en testant avec ça, on se rend quand même vraiment compte qu'on peut passer un palier supérieur en termes de composition photographique et de confort d'usage. On peut très facilement modifier son ouverture, modifier ses réglages. Donc voilà, pour moi, il a un prix élevé, mais largement justifié. Pour moi, 750 € pour un objectif comme ça, c'est vraiment pas cher. C'est un tarif normal, enfin je dis c'est vraiment pas cher, c'est plutôt un tarif normal. Ceux qui sont pas chers, c'est plutôt les versions 1 et version 2, qui sont là vraiment des bonnes affaires quelque part. Mais là, c'est plutôt un tarif normal. On n'est pas sur le mode ça c'est très cher et l'autre c'est un tarif normal. Donc moi, ça me choque pas. Maintenant, ça reste une somme 750 €, donc à vous de voir. Peut-être que le prix va baisser aussi par la suite. En conclusion, j'ai pas envie de le rendre. J'aimerais bien le garder en fait, parce que je vous avoue que pour les photos de portrait, je le trouve extraordinaire en termes de contraste, en termes de piqué, de netteté et de flou d'arrière-plan, je le trouve génial. Et pour la macro, comme je vous dis, si on veut faire une sortie macro, passer 1 heure dans la nature, c'est un vrai bonheur avec un objectif comme ça. Donc je l'aime beaucoup. Donc merci Tamron de me l'avoir prêté. J'aimerais le garder. Malheureusement, je vais devoir vous le renvoyer, je pense. Bref, voilà, c'était le test du Tamron 90 mm, f2.8, VC patiti patata. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres contenus de ce type-là, abonnez-vous à la chaîne. Je dis là, mais c'est plutôt par là, peu importe. Et puis mettez des commentaires en dessous pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.